Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Vous avez choisi Ma Bannière Télévision pour vous informer. Messieurs et dames, vous avez opéré un bon choix. Bienvenue dans ce journal du 15 octobre 2024. Le tronçon routier rond-point Bouima, rond-point Coca-Cola est de nouveau opérationnel depuis le lundi 14 octobre 2024, après plus ou moins 40 jours de travaux de réhabilitation, soit de fin août au 13 octobre 2024, constaté par Fallon Kenge. Fermé pendant plus d'un mois suite aux travaux de sa rénovation, le tronçon routier allant du rond-point Kimbangu, ex-Coca-Cola, jusqu'au rond-point Bouima a été réouvert ce lundi 14 octobre 2024 après s'être revêtu de sa plus belle robe perdue. Pendant plus ou moins 40 jours, les usagers de cette route y parcouraient à pied suite à l'arrêt du trafic des engins roulants. Les quelques-uns rencontrés sur terrain, un jour après reprise d'usage, ont délié leur langue à notre micro. Nous sommes contents de cette rénovation très bien faite. Il n'y a plus de trous, mais le souhait est qu'il fasse autant ailleurs où plusieurs routes sont devenues impraticables. S'il les réhabilite toutes, les problèmes d'embouteillage vont diminuer. Les routes ciblées pour réhabiliter n'ont pas vraiment de problème. Vaut mieux commencer par celles qui sont devenues impraticables. Ça sera une bonne chose. Surtout pour nous les chauffeurs taximens. Les embouteillages vont déranger sur la contenu à litre. Nous travaillons dans des difficultés macaques. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la route est maintenant libre. Val, au côté malaise, au malaise. Nous avons vraiment apprécié. Pour rappel, le lancement des travaux de réhabilitation de cette route a eu lieu à la fin du mois d'août dernier. Ces travaux de réhabilitation partielle ont été financés par le gouvernement provincial du Congo central et exécutés par l'Agence provinciale des grands travaux, APGT en sigle. Autre chose, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, exercice 2024-2025. C'est mardi 15 octobre 2024. Plusieurs personnalités politiques et judiciaires ont pris part à ces assises. Dans une salle pleine comme un œuf, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, signe son entrée sous les ovations de l'assistance pour la présidence de cette activité marquant la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, exercice 2024-2025. Les assises qui se sont déroulées dans la salle du Congrès du Palais du Peuple le mardi 15 octobre 2024 à Kinshasa. Plusieurs autorités politiques ont pris part à cet événement historique, dont la chef du gouvernement central, Judith Suminwa Tuluka, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour ne citer que ceux-là. Plusieurs discours ont marqué cette séance d'ouverture, notamment celle du procureur général près cette cour, Firmin Vendée, du bâtonnier et celui du premier président. Votre éminente présence, qui témoigne de votre attachement profond aux valeurs de la République, à savoir la justice, la paix et le travail, est un véritable honneur à la Cour de cassation. Elle confère à cette audience un éclat particulier et incite les magistrats du siège de l'ordre judiciaire à redoubler d'efforts pour continuer à lutter contre les antivaleurs
dans l'exercice de leur mission constitutionnelle de dire le droit. Je vous exprime toute ma reconnaissance et saisis cette opportunité pour vous renouveler mon engagement à la restauration de la justice, pilier fondamental d'un état de droit, de la démocratie et du développement de notre pays. Notons que, parmi d'autres personnalités politiques qui ont pris part à ces assises, on note la présence du président de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que quelques élus nationaux et sénateurs prennent part à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève, en Suisse, du 13 au 17 octobre 2024 et qui vise le change de point de l'action parlementaire sur les questions d'urgence mondiale. Retrouvez encore une fois le timbre vocal de Fallon Kenge. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunion connexe qui se tient à Genève en Suisse réunit l'ensemble des organes statutaires de cette structure, notamment les conseils directeurs, les commissions permanentes, les comités des droits de l'homme parlementaires et les comités sur les questions relatives au Moyen-Orient ainsi que les forums des jeunes parlementaires. Du 13 au 17 octobre 2024, ils vont débattre sur les thèmes exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir pacifique et durable. À la tête de la délégation congolaise, dont quelques sénateurs et élus nationaux, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, président du Sénat, a du haut de la tribune évoqué la nécessité de la science, la technologie et les innovations au niveau mondial. La science, la technologie et l'innovation offrent à nos États les capacités et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses. Elles contribuent également à la création des richesses pour le bien de l'humanité et à la consolidation de la paix. Bien plus, l'intelligence artificielle qui de nos jours est en train de révolutionner le monde est le produit de la science et de la technologie et de l'innovation, spécialement dans la diversification de l'économie en relation avec l'observation sur l'emploi des jeunes et la sécurité. Par ailleurs, il est revenu sur quelques innovations scientifiques et technologiques apportées au pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. En vue de contribuer à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, plusieurs initiatives ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement, depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il y a lieu de signaler la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Notons que cette 149e Assemblée de l'Union interparlementaire sera sanctionnée par l'adoption du document final sur la thématique du débat susmentionné. Focus sur les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Peut-on dire que les entreprises publiques en RDC constituent le pin dorsal à laquelle le président de la République, Félix Tshisekedi, peut compter pour répondre aux préoccupations des Congolais? Le ministre national du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a au cours d'un point de presse organisé par le ministère de la Communication et Médias le lundi 14 octobre 2024, fait un état des lieux des entreprises publiques avant de répondre à cette question. Propos recueillis par la rédaction. Les rémunérations de mandataires doivent correspondre au poids de l'entreprise et au profil du résultat que l'entreprise réalise chaque année. Il n'est pas normal que le moyen de l'entreprise, en termes de charges d'exploitation, soit concentré entre 9-10 personnes, au lieu d'être orienté vers les priorités stratégiques des entreprises du portefeuille de l'État, qui sont les catalyseurs de la diversification de l'économie, qui sont l'un des catalyseurs de la croissance de l'économie. C'est simple. Lorsque le gouvernement politique économique qui est défini et approuvé, quelle est la contribution des entreprises du portefeuille de l'État qui couvrent autant de secteurs dans l'objectif de l'amélioration de la croissance de l'économie à travers sa contribution au produit intérieur brut, à travers la fiscalité, à travers les taxes, à travers les droits des douanes, au budget de l'État. Et donc, on a observé que la contribution n'était pas assez consistante, et j'ai indiqué le problème tout à l'heure.
Nous avons donc au niveau du gouvernement, sous l'inspiration du président de la République et la coordination de Madame la Première ministre, pris des mesures pour pouvoir recadrer cet état des choses. Et deux décrets ont été approuvés au niveau du Conseil des ministres. Un, pour les profils des mandataires. Deux, pour les plafonnements de rémunération de mandataires. Regardez un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un commissaire aux comptes puisse être payé mensuellement comme un salarié? C'est pas normal. Le commissaire aux comptes est payé sur base d'une prestation. Et c'est lorsque la prestation est réalisée qu'il est payé. Mais dans le régime que nous avons décidé, le gouvernement, de pouvoir remettre en cause, le commissaire aux comptes a un salaire mensuel. Et pourtant, un commissaire aux comptes peut être, il est admis qu'un commissaire aux comptes puisse travailler dans 5-6 entreprises. Alors si vous êtes dans 6 entreprises, vous avez 6 salaires. C'est cela? Ah non, c'est des choses inacceptables. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'harmoniser le niveau de revenus. Un autre exemple, dans toutes les entreprises d'ici ou d'ailleurs, le président du conseil d'administration ne peut pas avoir un salaire au-dessus du directeur général. Et donc, on a vu des cas où le PCA est mieux rémunéré que le directeur général. Et l'écart des salaires entre le PCA et le directeur général est énorme. Ce sont des questions de gestion qui ne peuvent pas être acceptées et le gouvernement a décidé de pouvoir harmoniser les différents barèmes. Autre chose, mesdames et messieurs, parlons nouvelles dans cette édition du journal en sport éliminatoire Cannes Coupe d'Afrique de Nations 2025 qui se jouera au Maroc. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont qualifiés à la phase finale après la victoire de ce mardi 15 octobre 2024 contre le Taïfa de la Tanzanie à Dar es Salaam. Sachez donc que les 2 buts congolais ont été marqués par Meshak Elia à la 87e et 90e minute de jeu. Autre chose, mesdames et messieurs, le projet du gouvernement italien de transférer en Albanie de migrants secourus en mer Méditerranée est devenu réalité ce lundi avec le transfert d'un premier lot. Les explications avec nos confrères de la France 24. Des préfabriqués de 12 mètres carrés, encerclés de hauts murs infranchissables. Voici l'un des 2 centres albanais dans lequel les migrants interceptés en mer par les autorités italiennes seront retenus dès mercredi. Ici ne seront accueillis que des hommes en bonne santé et venus de pays considérés comme sûrs par l'Italie. Mais les associations de défense des droits de l'homme s'inquiètent déjà du traitement qui leur sera réservé. Les déportations vers l'Albanie ont commencé. Cette structure qui, entre retard et appel d'offres, coûtera aux Italiens des centaines de millions d'euros, est construite sur le modèle raté des centres de rétention pour l'éloignement, véritable camp de concentration déjà présent dans diverses régions italiennes. Un chapitre sombre. Dans ce pays des Balkans occidentaux, le droit européen ne s'applique pas faute d'adhésion effective à l'Union européenne. L'Albanie, pays candidat depuis de nombreuses années, est en pleine phase de négociation avec les 27. Mais pour son Premier ministre Edi Rama, cela ne change absolument rien. Bien sûr que nous ne sommes pas européens avec l'Union européenne, mais nous sommes tout de même européens. Cela ne peut pas nous être enlevé. Est-ce que ça va marcher ou non? C'est à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est certainement mieux que de simplement se battre idéologiquement sur cette question et de ne rien faire. Conclu en novembre 2023 entre Rome et Tirana, l'accord est prévu pour durer 5 ans. Chaque centre pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes en même temps. Selon les prévisions du gouvernement italien, cela devrait permettre l'examen de 36 000 demandes d'asile par an. Ce projet est devenu une réalité, je disais, c'est lundi 15 octobre 2024. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.